téléspectateurs. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons sur El Canal Politico pour notre débat politique. Nous remercions une nouvelle fois l'Institut national de politique espagnol de nous accueillir dans cette magnifique bibliothèque. Notre débat du jour. En quoi Podemos diffère-t-il des autres partis? Pour en débattre, nous accueillons Ángela Martínez, notre politologue, Íñigo Errejón, numéro 2 de Podemos, et enfin Francisco Manuel de la Torre Prados, maire de Malaga et appartenant au parti politique populaire, bien connu pour ses prises de position hostiles à Podemos. Íñigo Errejón, vous, qui êtes un représentant de Podemos, pouvez-vous nous expliquer les origines de ce parti? Bien sûr. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Podemos a la particularité d'être né d'un mouvement social, les indignés. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Évidemment. Et cette particularité fait que Podemos est proche du peuple. C'est un parti qui est proche des attentes du peuple. Et ces attentes sont de mettre fin au bipartisme espagnol dominant depuis toujours. Non, ce n'est que mensonge. Le mouvement des indignés vient de la crise et du mécontentement social. Attendez, monsieur, un peu de calme, monsieur de la Torre Prados, ce n'est que le début du débat. Íñigo Errejón a précédemment utilisé le terme d'indigné. Ángela, pouvez-vous nous éclairer sur ce terme? Bien sûr. La crise économique en Espagne est d'une telle importance que des politiques d'austérité sont mises en œuvre par les gouvernements successifs. En réaction à ces politiques, émerge le mouvement des indignés le 15 mai 2011. Nuit et jour, des milliers de personnes se réunissent à la Puerta del Sol. Ce nom des indignés et l'esprit de ce mouvement s'inspire de l'ouvrage de Stéphane Hessel, Indignez-vous. En particulier des préceptes de changement économique et de non-violence. De plus, le slogan officiel du mouvement est Democracia Realia, ce qui signifie la vraie démocratie maintenant, en référence aux manifestations de mai 2011, au cours desquelles ce mot d'ordre est devenu une référence. Le taux de chômage des jeunes à l'époque était de 11%. Il a contribué à donner une ampleur significative à ce mouvement. Et c'est effectivement ce qui fait la force et l'originalité de Podemos que d'avoir pu convertir l'indignation en un mouvement populaire et un parti politique. Nous avons donc su créer un parti politique appuyé sur une base populaire et volontaire. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en créant un parti politique, vous avez été obligé de désigner un leader. Ceci n'était-il pas contraire aux idées de base démocratique des indignés et de Podemos? Est-ce que le fonctionnement de Podemos ne ressemble pas maintenant à celui de n'importe quel parti? C'est bien vrai ça. Oui, mais Pablo Iglesias est un homme du peuple avant d'être un leader traditionnel. Pablo Iglesias fait partie de l'élite espagnole. C'est un enseignant-chercheur en sciences politiques. Il a d'ailleurs eu un doctorat en sciences politiques en 2008. Je ne vois pas en quoi Pablo Iglesias se rapproche plus du peuple que les autres hommes politiques. Il est vrai qu'il a fait des études supérieures assez similaires aux autres hommes politiques, mais Pablo Iglesias est un leader du renouveau. Effectivement, nous avons pu observer lors de différents débats ou d'apparitions télévisées que M. Iglesias a un style vestimentaire assez décontracté pour un homme politique. Il n'est pas rare de le voir avec des cheveux longs ou avec des chemises froissées. Par ailleurs, il a aussi une façon de s'exprimer atypique et un comportement non conventionnel. Qu'en pensez-vous, Ángela? Oui, Adriana, Pablo Iglesias a un style vestimentaire qui est en décalage avec ses homonymes et avec le rôle qu'il tient. Il vient en chemise et avec les manches retroussées à l'Assemblée, porte des bracelets et ne s'attache pas toujours les cheveux. Son comportement est parfois aussi décalé, voire provocateur. Et alors? Il me semble bien que le peuple a besoin d'un leader qui lui ressemble. Et Pablo incarne cette personne. Mais est-ce qu'un leader proche du peuple permet à Pablo d'embrasser son ami Xavier Domenech à l'Assemblée, ainsi que une amie députée de son parti amène son enfant à l'Assemblée? Vouloir être proche du peuple, tel que vous le montrez, ne permet pas, selon moi, de respecter les normes de responsabilité de nos institutions. Mais quelles normes, Francisco? Nous sommes au XXIe siècle et ces normes sont dépassées. Attendez, ne sortons pas du sujet principal, messieurs, qui est, je vous le rappelle, Podemos et son renouveau. J'ai encore une dernière chose à ajouter. Selon moi, Pablo Iglesias n'est pas légitime. Vous affirmez que c'est le représentant du peuple. Cependant, il s'est imposé de lui-même comme le représentant du parti Podemos. C'est pour cela que Pablo Iglesias n'est pour moi pas légitime. Je pense plutôt que l'on peut parler de légitimité charismatique.
Selon Max Weber, la forme charismatique repose sur le dévouement des partisans pour un chef en raison de ses talents exceptionnels. Exactement. Il est sûr qu'il était le mieux placé pour être à la tête de ce parti et le diriger. Au sein de Podemos, chacun tient à ce que ses représentants ne soient pas que des politiciens, mais avant tout des personnes compétentes. La subtilité, c'est que nos représentants sont les meilleurs de la société civile. Des citoyens qui font de la politique. De plus, il utilise des références et des médias populaires. Oui, c'est vrai que j'ai vu que Pablo Iglesias avait écrit un livre d'analyse politique ayant comme sujet Game of Thrones pour comparer cette histoire à la politique, n'est-ce pas? Oui, Pablo Iglesias utilise des références populaires afin d'attirer le maximum d'électeurs, notamment les jeunes, qui peuvent ainsi mieux appréhender les comparaisons qui leur sont proposées car faisant partie de leur culture. Et vous l'avez sûrement lu, on a aussi fait notre programme sous forme d'un catalogue Ikea, afin de le faire comprendre plus facilement et que les citoyens lisent le programme, ce qu'ils ne font pas d'habitude. C'est bien ce que je pense. Votre programme, on le comprend peut-être, mais il est comme un meuble Ikea, on n'arrive jamais à le construire. Malgré un discours égalitariste, innovateur, qui tend à faire croire que c'est un parti proche du peuple, Podemos conserve un mode de fonctionnement essentiellement basé sur la reconnaissance et la domination de quelques prétendus experts. Henriela, pouvez-vous nous expliquer ce que Monsieur de la Torre Prados entend par égalitarisme? Alors, l'égalitarisme est une doctrine politique prônant la totale égalité des citoyens en matière politique, sociale et économique. Et dans le cas de Podemos? Comme l'avance Monsieur de la Torre Prado, Podemos a une organisation similaire aux autres partis. Podemos est dit un parti de masse. Ces partis, définis par Duverger, sont nés au XXe siècle avec l'apparition du socialisme et du communisme. Ils ont comme objectif la transformation de la société. Pour cela, ils s'appuient sur une organisation structurée et hiérarchisée et sur un grand nombre d'adhérents, assurant ainsi une autonomie financière aux partis de l'encadrement et aux électeurs. Très intéressant ce que vous venez de nous expliquer, Henriela. Alors, je crois savoir que Podemos mène une politique progressiste et novatrice sur l'indépendance de la Catalogne. Sûrement. Effectivement, Pablo Iglesias affirme être en faveur d'un référendum sur ce sujet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, monsieur Inigo Errejón? Bien sûr, pour garder la région catalane dans le pays, Podemos est prêt à accepter la langue catalane comme co-officielle au niveau national. Notre parti cherche donc à construire une Espagne plurielle constituée de traditions et langues diversifiées. Pourtant, vous revendiquez cette Espagne plurielle, mais certaines mairies dirigées par Podemos en Catalogne sont restées ouvertes le jour de cette fête nationale, ce qui montre que vous ne partagez pas les valeurs véhiculées par cette fête. En restant ouverte le jour de cette fête nationale, contrairement aux habitudes passées, vous laissez entendre que la symbolique de ce jour, un pays réuni pour fêter un même événement, un même jour de fête pour tous les Espagnols, n'est pas la vôtre. La question est donc, qu'est-ce qui, selon vous, va pouvoir représenter l'unité nationale si le jour de cette fête n'est pas important pour vous? La vérité, je me dois de la rétablir, c'est que toutes les mairies Podemos ne sont pas restées ouvertes ce jour-là. Et puis, ce qui nous représente, ce sont des valeurs. Le symbole que représente le 12 octobre n'est pas pour nous. Il représente la mort et la disparition de grandes civilisations qui étaient respectables. Pour nous, l'unité nationale devrait être fêtée le 6 décembre, le jour de l'approbation de la Constitution. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pertinemment notre Espagne est plurielle avec sa richesse de diversité, de langues et traditions, comme vous l'avez dit. C'est ce que fait sa force. Mais cela n'empêche pas de maintenir une certaine unité nationale. C'est pourquoi la Catalogne doit rester espagnole. C'est vrai que c'est sur ce point-là que les tensions sont les plus fortes entre vos deux partis. Mais il existe d'autres différences sur vos programmes. Bien évidemment, car le Parti populaire est basé sur une politique conservatrice, on peut le dire, tandis que Podemos sur une politique progressiste. D'après vous, monsieur Errejón, quels sont les points sur lesquels votre programme se démarque-t-il? Alors je pense qu'on peut le dire, c'est que le Parti populaire souhaite sur de nombreux points conserver les privilèges des classes supérieures. De prime abord, ce qui nous démarque du Parti populaire est que nous souhaitons augmenter les impôts pour les personnes les plus aisées afin d'une redistribution plus équitable des richesses. Effectivement, le Partido Popular, lui, souhaite une baisse de l'imposition générale pour mettre fin à l'austérité. Tout à fait. De plus, nous avons un programme environnemental bien précis, basé sur les transports verts et le développement du vélo. Et des transports en commun, notamment dans les grandes villes. Je vous arrête, puisque nous aussi adhérons à une politique de préservation de l'environnement. Et puis, cette politique ne semble pas faire ses preuves dans les municipalités de Podemos, comme à Madrid et à Barcelone.
Mais monsieur de la Torre del Prado, vous appuyez sur des projets qui sont en train d'être mis en place. Madrid et Barcelone sont des grandes villes. Les projets sont donc d'autant plus longs et difficiles. Ils sont en cours de développement. Vous ne pouvez pas vous permettre de juger et de tirer des conclusions hâtives, comme vous le venez de le faire. Il serait bon d'arrêter de nous critiquer sur des projets novateurs et qui ne sont pas encore mis en place. Eh bien, messieurs, merci pour ces échanges fructueux. Ce débat arrive maintenant à son terme. Henriela, en tant qu'analyste politique, seriez-vous d'accord si je résume ces stimulantes controverses en disant que Podemos apporte une vision nouvelle de la politique qui implique le peuple directement, comme aucun parti ne l'avait encore imaginé ou osé l'imaginer. Cette forme de démocratie participative qui renforce la participation à la prise de décisions publiques est d'autant plus remarquable puisqu'elle se situe dans un pays qui, il y a encore 40 ans, était sous l'une des dictatures les plus longues d'Europe. Franco. Oui, tout à fait. Je souligne que l'esprit de ce mouvement se retrouve aujourd'hui sous différentes formes, avec des différences idéologiques, évidemment dans plusieurs pays européens, comme Nuit debout en France, ou bien le mouvement Syriza en Grèce, jusqu'à des mouvements idéologiquement un peu différents comme le Parti pirate en Islande. Merci de cet éclairage, Henriela, et merci à tous pour cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat dont le thème sera réseaux sociaux et démocratie participative.